Bonjour et bienvenue à ce 4e webcast de la filière Marie. La filière Marie, c'est 12 centres de référence de maladies rares et tout un tas d'acteurs qui vont avec. La filière Marie, c'est une couverture nationale avec plus de 200 sites de centres de maladies rares. Aujourd'hui, nous aborderons 3 situations qui nous posent des soucis. Et pour aborder ces 3 situations, nous avons la chance d'avoir 3 médecins coordonnateurs de centres de maladies rares. Nous allons commencer par une maladie bien mystérieuse, mais c'est le professeur Eric Oxenhandler qui va nous en révéler les secrets. Le professeur Oxenhandler est chef du département d'immunologie clinique de l'hôpital Saint-Louis. Eric, c'est à vous. Merci. Oui, nous allons donc parler de la maladie de Castleman, ou plus exactement des maladies de Castleman, puisque sous cet éponyme, on reconnaît 3 grandes maladies, 2 assez mystérieuses, dont on ne connaît pas la physiopathologie, qui sont la maladie de Castleman unicentrique, celle qui a été initialement décrite par Benjamin Castleman il y a près de 60 ans, et la maladie de Castleman multicentrique idiopathique, qui, vous allez le voir, pose des problèmes diagnostiques difficiles. Et une 3e maladie qui, elle, est moins mystérieuse, associée au virus HHV8, que l'on rencontre plutôt chez les patients infectés par le virus HIV, mais pas exclusivement, et dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de couvrir l'ensemble de ces topics. Alors on va commencer par la maladie de Castleman unicentrique, la maladie classique, qui touche plutôt des adultes jeunes, parfois des enfants. Elle est le plus souvent découverte fortuite. C'est l'apparition, la découverte d'une masse unique qui peut devenir symptomatique lorsqu'elle est très volumineuse par compression, et rarement, mais ça arrive parfois chez l'enfant, lorsqu'elle est associée à un syndrome inflammatoire. Donc c'est une maladie qui est plutôt sus-diaphragmatique sur le plan ganglionnaire, et l'histologie, on va y revenir, est de type hyalin vasculaire. Vous avez quelques exemples à droite de maladies Castleman unicentrique, une forme thoracique en haut et une forme abdominale. Ce qui est intéressant sur le scanner du bas, c'est cette image, vous voyez, qui a des caractéristiques qui sont parfois même évocatrices de maladie de Castleman sous la forme d'une intense prise de contraste. C'est des ganglions qui sont très blancs, très brillants, on voit l'hypervascularisation de cette lésion. Et puis il y a une autre particularité peut-être sur l'imagerie qu'il faut connaître, qui est la possibilité d'avoir des formes oligocentriques, c'est-à-dire une maladie qui touche une aire ganglionnaire, mais qui peut atteindre plusieurs ganglions avec une masse principale et des petits ganglions associés. C'est des maladies qui sont identiques, sauf qu'on va le voir sur le plan thérapeutique, ça peut poser des problèmes dans la mesure où le traitement de référence, c'est la chirurgie. Alors, on est obligé de parler un petit peu d'anatomopathologie parce que c'est une maladie qui est définie par l'image histologique. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ganglion qui n'a pas les caractéristiques d'un lymphome, il n'y a pas de destruction du parenchyme ganglionnaire. En revanche, il y a des anomalies qui portent sur les centres germinatifs qui sont très anormaux, souvent atrophiques, des anomalies vasculaires avec une hyperplasie interfolliculaire et des petits capillaires hyalinisés qui rentrent dans les follicules. Et puis l'image la plus classique, celle qu'on connaît, dite en bulbe d'oignon, qui correspond en fait à l'agencement concentrique des petits lymphocytes du manteau qui donne cet aspect un peu dense. Donc les anapathes ont donné des noms, des images assez fleuries pour décrire cette maladie, avec les aspects en menottes, en sucette ou en bulbe d'oignon. En fait, il n'y a pas une image caractéristique, et c'est ça qui fait toute la difficulté du diagnostic, qui peut être difficile pour les anapathes, en particulier dans la forme multicentrique. Alors, on ne connaît pas la physiopathologie de cette maladie. Néanmoins, récemment, il y a un faisceau d'arguments qui convergent vers une anomalie des cellules dendritiques folliculaires, avec peut-être une maladie qui serait acquise par des mutations gain de fonction sur le récepteur PDGF-B. C'est une seule étude, mais reproduite sur 2 cohortes, donc c'est une piste relativement sérieuse qui ouvrirait, bien entendu, des options thérapeutiques intéressantes. Alors, je vous ai dit que c'était
Dans la plupart des cas, une maladie asymptomatique. Il y a quand même des complications. La complication principale, c'est le pemphigus paranéoplasique. Surtout en Chine, où environ 30% des Castelman unicentriques sont compliqués d'un pemphigus paranéoplasique. Ce n'est pas le cas en Europe, on est plutôt autour de 5-10%. C'est une maladie qui peut être dramatique, d'abord par les lésions cutanéo-muqueuses, mais surtout par l'atteinte pulmonaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, la séquence est pemphigus paranéoplasique diagnostiqué impose de rechercher une maladie de Castelman. Et il faut vraiment mettre en évidence cette lésion de Castelman, parce que le contrôle du Castelman est nécessaire pour contrôler le pemphigus, en particulier les problèmes pulmonaires. Alors il y a d'autres complications. Les moins anecdotiques, c'est les cytopénies auto-immunes, essentiellement les anémies hémolytiques. Il y a quelques complications pulmonaires. Et puis éventuellement des symptômes un peu curieux, très polymorphes, que l'on voit dans une autre maladie, dans un syndrome qu'on appelle le syndrome de Poems. Mais là, ces symptômes cutanés, neurologiques, endocriniens, on peut les voir en l'absence de maladies clonales plasmocytaires ou même d'immunoglobulines monoclonales. Alors le traitement de cette forme unicentrique, quand on regarde dans les livres, ça apparaît comme très simple. On dit il faut l'enlever, c'est la chirurgie, et la chirurgie aboutit à pratiquement 100% de guérison. Le souci dans la vie réelle, comme on dit, c'est que près de la moitié des patients ne sont pas opérés en première ligne parce que la chirurgie est difficile ou invasive, et on a eu recours à d'autres options. La première, historiquement, ça a été la radiothérapie, qui est plutôt abandonnée maintenant compte tenu des conséquences à long terme chez ces adultes jeunes qui ont juste une maladie non maligne. Il y a eu plusieurs médicaments qui ont été utilisés pour tenter de réduire la masse, sans vraiment de succès bien défini pour l'un ou l'autre de ces traitements. Peut-être une mention particulière pour l'embolisation, en particulier préopératoire, qui au moins a le mérite de faciliter le geste du chirurgien sur ces tumeurs très vasculaires. Enfin, ce qui est peut-être en train d'apparaître, c'est la possibilité de ne rien faire. Chez des patients asymptomatiques pour qui la chirurgie est difficile, on peut probablement se contenter d'une surveillance étroite. Vous dites, Eric, on peut surveiller simplement, c'est-à-dire on pourrait imaginer de vivre plusieurs années avec Absolument. une maladie de Castelman. On peut imaginer passer des années à vivre avec une lésion de Castelman, ça veut juste dire un ganglion, une masse ganglionnaire. Si cette lésion est asymptomatique, n'est pas associée à des complications et est stable dans le temps, c'est-à-dire que c'est une surveillance active avec une surveillance en imagerie, mais c'est tout à fait concevable. Alors on va passer maintenant à la forme multicentrique. Et pour débuter, je voudrais insister sur le diagnostic différentiel, pour rappeler que ce qu'on appelle Castelman, c'est avant tout une image histologique, et que cette image histologique, on la voit bien entendu dans la maladie de Castelman, mais on peut également l'observer dans d'autres maladies. Et parmi ces maladies, il y a des maladies dont on ne peut pas se permettre de rater le diagnostic. Il s'agit des hémopathies malignes, en particulier des lymphomes, du lymphome de Hodgkin ou des lymphomes de Hodgkinien. À côté de ces lymphomes, il y a d'autres pathologies qui peuvent donner des images de Castelman. C'est essentiellement des maladies systémiques, inflammatoires, comme le lupus, le Sjögren, la polyarthrite. En général, le diagnostic est facile. C'est des maladies qui sont clairement évolutives au moment où on biopsie le ganglion. Donc ce n'est pas un problème diagnostique difficile. En revanche, je voudrais insister sur les lymphomes avec cette observation d'un homme de 31 ans qu'on voit initialement pour des adénopathies cervicales avec une hyperleucocytose polynucléaire, un syndrome inflammatoire, une hypergamma-globulinémie polyclonale, ce qui est peut-être un peu inhabituel sur le tableau qu'on attendait. Il n'est pas affecté par le VIH. Et la radio de thorax retrouve une assez volumineuse masse latérotrachéale droite. Le TEP scan montre une atteinte ganglionnaire sus-diaphragmatique, avec, vous voyez, des petites adénopathies cervicales, pas très avides, et puis deux masses principales dans le médiastin et en axillaire droit. Par facilité, on a biopsié une adénopathie cervicale, et le diagnostic a été celui de maladie de Castelman. Mais compte tenu de la présentation qui évoquait vraiment a priori un lymphome, mais en particulier un Hodgkin, on a rebiopsié ce patient sur la masse principale, la masse la plus avide, ce qui a permis de corriger le diagnostic et de faire le diagnostic de lymphome de Hodgkin. Voilà, je voudrais vraiment insister sur cette recherche éventuellement de causes primitives.
Alors, le diagnostic du Castleman multicentrique, on le fait chez des adultes, parfois des adultes mûrs. Le plus souvent, c'est des patients qui sont symptomatiques, avec un syndrome inflammatoire, un syndrome ganglionnaire. Ça évoque, la présentation, elle est proche de celle d'un lymphome, finalement d'un lymphome malin. L'histologie est différente, elle est plasmocytaire. Et si on veut essayer de cerner le diagnostic, on peut s'aider d'une grille qui a été établie par un consensus d'experts, qui associe donc la présence d'une polyadénopathie avec une image de Castleman, des marqueurs cliniques ou biologiques qui sont essentiellement des marqueurs inflammatoires, et surtout l'exclusion d'une pathologie primitive. Lorsqu'on remplit ces critères, on peut retenir à l'heure actuelle le diagnostic de multicentrique idiopathique. On ne connaît rien à la physiopathologie de cette maladie. Avec l'histoire HHV8, il était tentant de rechercher un nouvel agent infectieux, soit connu, soit inconnu. Les études, pour le moment, qui ont été réalisées ne permettent pas de soutenir cette hypothèse. On n'a pas non plus de confirmation d'une pathologie clonale, et on ne sait pas très bien d'ailleurs à quel type cellulaire il faudrait s'adresser. Donc, à l'heure actuelle, on range plutôt cette maladie dans le cadre des maladies auto-inflammatoires, avec deux cytokines qui sont principalement impliquées, l'interleukine 6, et le VEGF, qui rendent bien compte d'ailleurs d'un certain nombre de symptômes cliniques et biologiques observés dans cette maladie. Alors il y a des formes cliniques qui sont limites du diagnostic différentiel qui ont été décrites. Je vais passer peut-être assez rapidement. Une forme que l'on voit plus souvent en Asie, en Chine, au Japon et même en Polynésie, qui est une forme qui se manifeste de façon un peu plus subaiguë chronique. C'est une anémie chronique, avec comme particularité chez ces patients une hypergammaglobulinémie considérable, souvent supérieure à 50 grammes par litre, très souvent une atteinte pulmonaire sous la forme d'une pneumonie lymphoïde interstitielle, en général asymptomatique, et puis des lésions cutanées qui peuvent être très spectaculaires, sous la forme de lésions infiltrées, pigmentées, souvent avec un tropisme métamérique, comme vous voyez sur cette diapositive d'un patient polynésien. En Asie, on a également décrit un autre syndrome, dit TAFRO, qui associe donc sur cet acronyme thrombopénie, anasarque, fièvre, fibrose et organomégalie. C'est une maladie qui est très proche du Castleman multicentrique. Elle s'en distingue par l'importance de l'anasarque. C'est souvent la première présentation des patients qui arrivent avec une ascite, une pleurésie importante, des lésions de fibrose lorsqu'on biopsie un ganglion, le rein, la moelle, etc., et pas d'hypergammaglobulinémie. Le syndrome de Poems, on en a dit un mot tout à l'heure, parfois dans le diagnostic différentiel lorsqu'il y a une maladie plasmocytaire, parfois symptômes d'aval de la maladie de Castleman. Et puis enfin, un dernier syndrome, le syndrome des maladies associées aux IgG4, qui lui aussi peut être considéré comme un diagnostic différentiel dans sa forme typique avec une atteinte du collier salivaire, du pancréas, les fibroses périvasculaires, etc. Mais un bon nombre de maladies, d'authentiques maladies de Castleman, ont un nombre élevé de plasmocytes IgG4 sur les coupes histologiques, voire même une hyper-IgG4 sanguine. Alors, le traitement de cette maladie multicentrique idiopathique, il est actuellement basé en première ligne sur le blocage de l'axe IL-6, avec deux médicaments possibles. Un médicament qui est un anticorps monoclonal anti-récepteur à l'IL-6, le tocilizumab, et un anticorps anti-IL-6, le siltuximab. La disponibilité de ces deux médicaments varie en fonction des pays. On peut également discuter dans des formes peu symptomatiques et non inflammatoires l'utilisation du rituximab, associé ou non à des corticoïdes. Et en seconde ligne, beaucoup de choses ont été faites avec de la chimiothérapie, des immunosuppresseurs. Peut-être qu'un des médicaments qui a un certain avenir dans cette maladie dans les mois ou années à venir sera le sirolimus. Voilà, je termine avec finalement les principales questions qui restent ouvertes sur ces deux grandes pathologies. Dans la maladie unicentrique, il nous reste à faire la démonstration, si l'hypothèse est juste, qu'il s'agit bien d'une pathologie clonale de la cellule dendritique folliculaire. Quid des formes inopérables ou à chirurgie invasive? Est-ce qu'on peut disposer de médicaments plus efficaces pour réduire les lésions? Et puis enfin, de confirmer que la simple surveillance est une réelle option. Pour la maladie multicentrique, eh bien,
Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une pathologie auto-inflammatoire? On aimerait l'associer à un type cellulaire, éventuellement l'acquisition de mutations somatiques dans ce type cellulaire. Tout reste à faire de ce côté-là. Et d'un point de vue thérapeutique, de savoir s'il y a d'autres options que le blocage de l'axe IL-6. Voilà. En conclusion, et si cette maladie ou ce groupe de maladies vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de notre centre de référence, éventuellement par le biais du site qui est dédié www.castelman.fr. Merci beaucoup Eric de cette présentation qui éclaircit cette maladie. Alors quelques questions nous sont posées. Vous avez insisté sur le fait qu'on pouvait surveiller une maladie de Castelman unicentrique, non symptomatique, on va dire. Et une des questions est de savoir quel est le rythme de surveillance que vous proposeriez ou que vous réalisez pour vos patients. Alors, je pense que c'est une maladie qui, de toute façon, le syndrome tumoral pousse très lentement, et donc on a du temps. Je propose assez volontiers de faire une première imagerie de contrôle à 6 mois ou 1 an. Si les choses sont stables, on peut largement espacer. Parce que je ne voudrais pas non plus éviter la radiothérapie pour exposer les gens à des examens radiologiques toute leur vie. Donc ça dépend aussi de la facilité qu'on a à évaluer la lésion. Ce n'est pas la même chose de faire une radio de thorax ou un scan, mais des examens simples, radio thoracique, échographie abdominale en fonction de la localisation, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis après, en fonction. Vous insistez sur le fait que la radiothérapie ne doit surtout pas être utilisée. Je pense que, surtout pas, on est malheureusement parfois contraint à son utilisation, mais je pense qu'il faut être extrêmement restrictif. On est en train de parler d'une population relativement jeune, de sites atteints souvent au niveau du médiastin, et on sait que la radiothérapie, d'une maladie bénigne, et que la radiothérapie va exposer à long terme au cancer du sein, l'atteinte des coronaires, la thyroïde, la moelle, etc. Donc il y a une morbidité associée qui est inacceptable, je pense. Une question concerne la maladie de Castelman et les liens éventuels avec un déficit immunitaire. Cause, conséquences, association. Oui, alors la maladie de Castelman, enfin celle dont je vous ai parlé, on ne voit pas de lien direct. En revanche, l'image de Castelman peut s'observer dans des ganglions de déficit immunitaire. Il y a un certain nombre de déficits immunitaires qui restent relativement exceptionnels, mais le syndrome d'IALPS associé aux mutations de phase, les déficits en ADA2, dans toutes ces circonstances, on a mis en évidence des images de Castelman dans les ganglions. Je pense que c'est sous cet axe qu'il faut le voir. J'en profite pour dire que la maladie de Castelman n'est pas une maladie actuellement considérée comme familiale, héréditaire ou transmissible. Les cas familiaux sont exceptionnels. Donc c'est une maladie qui survient comme ça, soit pendant l'enfance, soit à l'âge adulte. Oui, justement, enfance, âge adulte, il y a des spécificités. Alors enfant, oui, peut-être, j'ai pas beaucoup parlé des enfants. Grand enfant, ça peut être une maladie découverte de façon systématique. La radio de poumon que je vous ai montré tout à l'heure, c'était une maman qui était inquiète pour son gamin de 13 ans. Elle pensait qu'il était bossu, donc ils lui ont fait faire une radio de thorax, et voilà, on est tombé là-dessus. Et au passage, 17 ans plus tard, ce patient qui n'a pas été opéré va toujours très bien avec la même lésion. En revanche, chez l'enfant, la présentation peut être différente. Ça peut être des maladies, cette fois-ci plutôt dans des formes plasmocytaires, inflammatoires, avec une présentation qui est un enfant qui développe une anémie inflammatoire, qui peut être profonde, qui est en général quand même assez bien tolérée, un gamin qui continue à aller à l'école, mais qui arrête de grandir. Il ne grandit plus, classique cassure de la courbe taille-poids, qui invite à rechercher une cause à ce syndrome inflammatoire. Le Castelman en est une, et dans ce contexte, je pense qu'on peut dire que le TEP scanner est un examen qui aura probablement son intérêt pour aller détecter des lésions de Castelman qui peuvent être de toute petite taille, responsables d'une grande maladie, tout en restant de petite taille. Merci beaucoup Eric pour ces précisions. Et donc, nous allons aborder la deuxième situation qui souvent nous rend perplexes et qui concerne les syndromes hyperéosinophiliques, qui va être présenté par le professeur Jean-Emmanuel Kahn, qui travaille dans le service de médecine interne de l'hôpital Ambroise Paré
et qui se passionne depuis si longtemps pour nos éosinophiles. À vous. Merci. Donc je vais vous parler effectivement de ces syndromes hyperéosinophiliques très protéiformes, un petit peu comme dans la maladie de Castleman. Je vais passer très rapidement sur ce qu'on appelle syndrome hyperéosinophilique réactionnel, qui sont des situations où on a une cause bien définie à l'hyperéosinophilie, mais où les éosinophiles sont néanmoins toxiques pour les organes. Et donc je vais me concentrer sur les trois grandes formes de syndrome hyperéosinophilique qu'on considère actuellement. Les formes dites lymphoïdes, où les éosinophiles il y a une expansion de la lignée éosinophile liée donc, à une hypersécrétion d'interleukine 5 par des lymphocytes T anormaux. Ça, c'est la première entité. La deuxième entité, c'est les syndromes hyperéosinophiliques dits clonaux, où l'expansion de la lignée éosinophile est due à une éosinophilie clonale. On a affaire à une authentique leucémie éosinophile, et la plus fréquente d'entre elles est liée au réarrangement et à la délétion FIP1 et PDGFRA. Les formes clonales représentent à peu près 10% de l'ensemble des syndromes hyperéosinophiliques, alors que les formes lymphoïdes sont plutôt entre 10 et 20%. Et vous voyez que l'immense majorité, donc la troisième grande entité, les syndromes hyperéosinophiliques non définis, dits idiopathiques, représentent 2/3 à 3/4 des situations. Les cas familiaux sont totalement exceptionnels, mal connus et sans aucun substratum pour l'instant génétique identifié. Alors on va commencer par un cas clinique, un homme de 58 ans qui, au printemps 2018, se plaint d'une fatigue, d'une altération de l'état général avec des signes digestifs et respiratoires. On constate d'emblée sur la prise de sang une hyperéosinophilie à 8 giga par litre et on voit comme retentissement une atteinte digestive avec une fibroscopie qui authentifiera un infiltrat éosinophile à la fois dans l'estomac et dans le duodénum. Il aura à ce moment-là une échographie cardiaque normale et l'interrogatoire à la recherche d'une cause de cette hyperéosinophilie ne retrouvera pas d'étiologie médicamenteuse, mais une enquête parasitaire initialement positive avec une sérologie larva migrans viscérale, toxocarose, qui est très nettement positive. Et le diagnostic initial de toxocarose sera posé, avec néanmoins 2 traitements d'épreuve par de l'albendazole qui ne régleront pas ni les symptômes du patient, ni ne normaliseront le chiffre d'éosinophiles. Et le patient est un peu perdu de vue. Il réapparaît auprès de son médecin et des centres hospitaliers en janvier 2019, car la toux se réaggrave de nouveau. Et là, il a 19 gigas par litre d'éosinophiles, une éosinophilie majeure, avec un authentique œdème pulmonaire qui est lié à une myocardite sévère. Le patient a une troponine très élevée, des anomalies à l'ECG et surtout une échocardiographie qui retrouve une altération sévère de sa fonction ventriculaire à 37% et une IRM qui confirmera une authentique myocardite. Ce cas illustre premièrement l'enquête étiologique indispensable devant une hyperéosinophilie. Avant de parler de syndrome hyperéosinophilique, il faut exclure 3 grands cadres nosologiques que sont les éosinophilies médicamenteuses, et on inclut dans les médicaments tous les éventuels produits de parapharmacie, vitaminothérapie, etc. Deuxième grand cadre nosologique, ce sont les cancers et les hémopathies. Et à l'instar de ce que disait le professeur Oxenhandler, le Hodgkin est une cause très classique d'hyperéosinophilie chez l'adolescent qu'il faut savoir systématiquement éliminer. Et puis bien entendu, l'enquête parasitaire qui doit être systématique, mais chez quelqu'un qui n'a jamais quitté la métropole, cette enquête parasitaire est finalement rarement responsable d'une éosinophilie, et j'insiste, chez quelqu'un qui n'a jamais quitté la métropole. Le cas clinique illustre le fait que les éosinophiles peuvent être toxiques pour absolument tous les organes, et notamment pour le cœur. Vous le verrez tout à l'heure, les atteintes cardiaques liées à une infiltration du tissu myocardique par les éosinophiles sont une complication classique qu'il faut savoir rechercher. Vous avez chez ce patient un diagnostic final qui a été retenu de syndrome hyperéosinophilique idiopathique. Il a eu un bilan exhaustif des autres formes, à la fois clonales ou lymphocytaires, qui s'est avéré négatif. Et l'histoire pour ce patient se termine bien, puisque le traitement par corticoïde a permis une normalisation complète de sa numération, de l'éosinophilie, une disparition des signes cliniques et une récupération de la fonction cardiaque. Donc, les définitions des syndromes hyperéosinophiliques. Qu'est-ce qu'on entend par syndrome hyperéosinophilique? C'est tout d'abord une éosinophilie sanguine, la plupart du temps supérieure à 1,5 giga par litre. On peut inclure les éosinophilies tissulaires comme un critère d'éosinophilie, même si les éosinophiles dans le sang ne sont pas supérieurs à 1,5 giga par litre.
Le deuxième élément, c'est qu'il faut que les éosinophiles soient donc dans les tissus et que les dégâts liés, les dégâts organiques, les dysfonctions d'organes soient liés à un infiltrat tissulaire éosinophile prouvé, quand cela est faisable. Et bien entendu, il faut avoir exclu tous les autres diagnostics différentiels dont on a parlé juste avant. Lorsqu'on prend sur de grandes séries les manifestations cliniques de ces syndromes hyperéosinophiliques, on remarque que la présentation dermatologique au diagnostic, vous avez sur la partie gauche de la diapositive les manifestations diagnostiques, les atteintes dermatologiques sont les plus fréquentes, suivies des manifestations pulmonaires, digestives, les atteintes cardiaques ne représentant un faible pourcentage des manifestations révélatrices. Mais vous voyez qu'au cours du suivi de ces patients, sur une grande série de près de 200 patients, on va encore avoir les manifestations dermatologiques au premier rang, des atteintes pulmonaires et digestives toujours, mais près d'un quart des malades vont développer une atteinte cardiaque. Cette atteinte cardiaque peut être très grave. Vous avez là ici une photo d'un explant cardiaque d'un patient qui a été transplanté cardiaque à cause de sa maladie éosinophile. Je vous rassure, il est guéri de la maladie éosinophile et avec son nouveau transplant cardiaque, il va très bien. Cette diapositive vous illustre, vous voyez sur le ventricule gauche, une bande blanche circonférentielle qui tapisse l'endocarde du ventricule gauche. C'est la fibrose endomyocardique, cette complication où les éosinophiles vont générer une gangue de fibrose sur l'endocarde qui va aboutir à un tableau de cardiopathie, de dysfonction diastolique majeure, pouvant conduire, comme chez ce jeune patient de 30 ans, à la nécessité d'une transplantation cardiaque en super urgence. Le premier grand cadre diagnostique, je vous l'ai dit, c'est les éosinophilies clonales. Et la plus fréquente d'entre elles, c'est la leucémie liée à la délétion interstitielle sur le chromosome 4, FIP1L1, PDGFRA. Il va y avoir dans ce réarrangement une amputation de la partie du gène codant pour le récepteur alpha au PDGF. Ça va entraîner l'activation constitutionnelle de la fonction tyrosine kinase de ce récepteur et la multiplication clonale des éosinophiles. Il y a des caractéristiques tout à fait particulières de cette maladie. Premièrement, c'est une maladie relativement exceptionnelle. On avait récemment publié une série de 44 patients, mais sur l'ensemble de la France, pour vous donner une idée, il y a moins de 200 cas répertoriés de cette maladie. Il y a, comme on l'a vu, des manifestations dermatologiques, mais vous voyez qu'on a 34%, un tiers des patients qui vont avoir une atteinte cardiaque. Les manifestations cardiaques dans les maladies éosinophiles sont plus fréquentes au cours de cette entité FIP1L1 PDGFRA. Les hommes, les manifestations cardiaques, bien entendu, des cytopénies, c'est une leucémie, gros foie, grosse rate. Les érosions muqueuses sont très évocatrices. La vitamine B12, la tryptase sont très fréquemment élevées et, comme c'est une leucémie, c'est souvent une maladie cortico-résistante. En l'absence de traitement, presque tous les malades vont décéder soit d'une acutisation en leucémie aiguë, soit de leur atteinte cardiaque. A contrario, avec un inhibiteur spécifique du récepteur alpha au PDGF, qui est l'imatinib, l'obtention d'une rémission complète est presque systématique chez la plupart des malades. La deuxième grande entité d'un mécanisme complètement différent, ce sont donc ces SH1 lymphoïdes. Un lymphocyte T anormal va fabriquer de grandes quantités d'interleukine 5. L'interleukine 5 qui est la principale éosinophilopoïétine qui va entraîner une expansion polyclonale de la lignée éosinophile. Dans ces SH1 lymphoïdes, vous voyez ici deux photos vous représentant une forme tout à fait particulière de cette maladie que sont les angioœdèmes. Dans un angioœdème avec hyperéosinophilie, il faut rechercher une dysfonction lymphocytaire T. Les manifestations dermatologiques présentes chez près de 90% des patients sont beaucoup plus polymorphes, parfois de l'eczéma. Les IgE totales sont très souvent élevées et ces patients-là sont sensibles aux corticoïdes. On a une dysfonction lymphocytaire T qui, au moins à forte dose, est sensible aux corticoïdes. La question importante chez ces patients dans la pratique quotidienne, c'est quelles sont les anomalies lymphocytaires T qu'il faut rechercher. Et là, vous avez listé sur cette diapositive les principales populations T anormales décrites comme produisant trop d'interleukine 5. Il faut discuter avec vos cytométristes pour que ces populations soient spécifiquement recherchées. Deux messages importants, c'est la détection d'une anomalie phénotypique qui permet de poser le diagnostic de SH1 lymphoïde et pas la simple positivité d'un réarrangement clonal du TCR. Un certain nombre de patients vont avoir un réarrangement clonal du TCR sans anomalie phénotypique. On ne doit pas porter dans ces situations le diagnostic de SH1 lymphoïde. Et ces patients posent la problématique du diagnostic différentiel avec un lymphome T. Il faut faire attention à ne pas surdiagnostiquer
un lymphome T chez ces patients qui ont, pour l'immense majorité d'entre eux, une évolution très indolente et très lente et qui ne développeront pour la plupart d'entre eux jamais d'authentiques lymphomes T agressifs. Donc, dans ces situations d'éosinophilie avec une prolifération T, vous distinguez très clairement les proliférations malignes, lymphoïdes, de prolifération clonale, qui ne sont pas forcément... Alors, mon sentiment est un peu plus complexe que ça. Il est probable que ce qu'on appelle dans le monde des éosinophiles un SHE lymphoïde est en fait un syndrome lymphoprolifératif de bas grade indolent qui, comme le disait tout à l'heure le professeur Oxenender dans le Castleman, ne nécessite pas forcément un traitement agressif comme les autres lymphomes T agressifs. Et donc là, un des diagnostics différentiels importants, c'est notamment le lymphome angio-immunoblastique qui peut avoir ce type de population anormale où il y a souvent des petits ganglions, où il y a souvent un diagnostic histologique difficile. Et c'est parfois très compliqué, il faut discuter, puis surtout, il faut voir comment va le malade et depuis quand il a une hypereosinophilie. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, mais être pragmatique et pas surdiagnostiquer le lymphome T. En stratégie thérapeutique, premier message important, quelqu'un qui a une éosinophilie inexpliqué, asymptomatique, pas de SHE clonal, pas de SHE lymphoïde, qui n'a pas de retentissement d'organes, il ne faut pas surtraiter ces patients, même s'il faut se méfier dans le suivi du développement d'une atteinte d'organes. Les SHE clonaux, notamment liés à FIP1, PDGFRA, doivent être systématiquement traités par imatinib. Et la question principale, c'est finalement celle de savoir est-ce qu'on peut arrêter l'imatinib chez ces patients, comme dans la leucémie myéloïde chronique. Les autres formes idiopathiques ou lymphoïdes requièrent habituellement dans les formes localisées des corticoïdes topiques, comme des dermocorticoïdes, du budesonide pour les atteintes digestives, ou des corticothérapies générales dans les formes systémiques. Il y a encore des SHE réfractaires, avec deux molécules historiques qui restent efficaces comme l'interféron et l'hydroxyurée, beaucoup d'autres traitements très agressifs allant jusqu'à l'allogreffe de moelle qu'on peut parfois être amené à utiliser chez ces patients, et le développement, vous voyez sur la dernière ligne, de thérapies ciblées anti-interleukine 5, notamment pour les patients idiopathiques ou lymphoïdes. Donc en conclusion, j'insisterai sur le fait de toujours investiguer une éosinophilie supérieure à 1 giga et toujours éliminer ces trois grands cadres nosologiques importants et fréquents que sont les causes médicamenteuses, tumorales et parasitaires. Toujours s'occuper du retentissement d'organes propres aux éosinophiles, et notamment le cœur. Savoir bien explorer une hypereosinophilie avec une enquête à la fois clonale et à la fois lymphoïde, et savoir que lorsqu'on identifie des anomalies, il peut y avoir des thérapies ciblées. Il y a encore là beaucoup de questions. Pourquoi ces lymphocytes T anormaux sécrètent-ils de l'IL5? Quelle en est l'origine? Est-ce qu'il y a d'autres anomalies clonales qui restent à découvrir chez ces patients? Beaucoup de questions encore sur lesquelles on travaille. Et donc, là encore, vous pourrez sur le site internet du Centre de référence des SHE retrouver beaucoup d'informations sur comment nous contacter, participer au RCP. Merci beaucoup Jean-Emmanuel. Une question concerne l'IL5 justement. IL5 comme cible thérapeutique, où en est-on aujourd'hui, où en serons-nous demain? On a envie de penser que l'interleukine 5, déjà, c'est très clairement une cible dans les éosinophilies réactionnelles. Donc le prototype de l'éosinophilie réactionnelle, c'est le SHE lymphoïde. Il y a des thérapies ciblées anti-IL5 qui ont été développées dans beaucoup de maladies très fréquentes comme l'asthme, la dermatite atopique, et qui sont déjà disponibles. Pour l'instant, les patients ayant un syndrome hypereosinophilique peuvent bénéficier de ces produits uniquement dans le cadre soit de protocoles, soit d'ATU, avec des molécules des études qui sont promettrices, mais qui n'ont pas encore débouché sur des autorisations d'utilisation sur le marché d'AMM pour ces produits. Mais donc, un espoir que les protocoles actuellement en cours débouchent sur des autorisations de mise sur le marché de ces molécules anti-IL5. Vous avez dit, vous avez annoncé un sex ratio tout à fait impressionnant pour les SHE. On devine pourquoi? Non, la prédominance masculine dans les leucémies FIP1, PDGFRA n'est pas du tout expliquée. Le sex ratio est plutôt de 1 pour 1 dans les autres formes de syndrome hypereosinophilique, idiopathique ou lymphoïde. Non, je n'ai absolument aucune explication. Question de pédiatre, ces maladies existent-elles chez l'enfant? Elles sont plus rares chez l'enfant, mais nous avons sur la cohorte française des patients FIP1, PDGFRA dont le plus jeune a 5 ans.
et des anomalies lymphocytaires T ont aussi été diagnostiquées chez des enfants ayant moins de 10 ans. Donc cette enquête, ces pathologies sont probablement plus rares chez l'enfant, mais elles doivent être recherchées chez les enfants lorsque les autres étiologies ont été écartées. Une particularité de l'enfant, c'est qu'il faut savoir rechercher chez les enfants qui ont une hypereosinophilie des déficits immunitaires complexes, déficits en stade 3 et beaucoup d'autres déficits immunitaires qui sont des étiologies d'hypereosinophilie propres à l'enfant qu'on retrouve moins chez l'adulte. Une question un peu basique et pratique. Quand vous avez présenté l'observation, vous avez ce patient qui arrive en défaillance cardiaque avec une hypereosinophilie à 17 giga par litre, vous avez dit une eosinophilie très importante. Alors, y a-t-il un chiffre à partir duquel il faut s'inquiéter? Ou bien est-ce la susceptibilité ou l'anxiété médicale qui joue un rôle? Le chiffre d'éosinophiles n'est clairement pas corrélé au risque de retentissement tissulaire. On peut avoir des gens avec 300 000 éosinophiles dans le sang, mais des éosinophiles qui ne vont pas dans les tissus, et donc des patients qui ne seront pas malades à cause de leurs éosinophiles. Et on a à contrario des situations de patients qui ont peu ou pas d'éosinophiles dans le sang, mais des éosinophiles qui vont aller tous dans les tissus, s'activer, se dégranuler et entraîner des dégâts tissulaires. Donc il ne faut pas considérer que le taux d'éosinophiles est en lien avec la gravité de l'éosinophilie tissulaire. En revanche, le chiffre d'éosinophiles sera un indicateur de l'étiologie. Il y a des maladies qui ne donneront jamais plus de 5 000 éosinophiles. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui donnent plus de 10 000 éosinophiles. Et donc ça, c'est un indicateur. Et donc, in fine, quand on a une hypereosinophilie, qu'elle soit 1500 ou qu'elle soit 10 000, on doit faire une enquête du retentissement, une échographie cardiaque, un ECG, interroger les gens, examiner les gens. Mais le chiffre d'éosinophiles ne doit pas forcément être en soi une indication thérapeutique. Vous avez dit que les syndromes hypereosinophiliques inexpliqués étaient les plus fréquents. Est-ce que chez ces patients, il faut renouveler quelques examens à la recherche d'une anomalie clonale ou d'une anomalie lymphocytaire? Est-ce que le suivi peut éventuellement faire apparaître un diagnostic qui ne serait pas apparu à la phase initiale? Alors comme dans toutes les maladies rares, des progrès thérapeutiques sont faits avec l'identification de nouveaux gènes, une meilleure sensibilité des examens, que ce soit la cytométrie de flux, etc. Donc des patients chez lesquels on n'a rien trouvé en 2000 ou 2010, on va refaire en 2020 un certain nombre d'explorations. Il y a des anomalies lymphocytaires T dont on peut imaginer qu'elles n'étaient pas détectables au moment du diagnostic et qu'elles vont le devenir. Donc lorsqu'on a, effectivement, notamment pour les lymphocytes T, lorsqu'on n'a pas trouvé une anomalie initialement, on peut répéter l'examen au bout de 2, 3, 5, 10 ans. Il faut le faire. D'accord. Vous avez l'air d'insister sur les médicaments. C'est si fréquent que ça? C'est fréquent. Surtout, il faut être extrêmement vigilant parce que ça évite, on voit beaucoup trop de patients qui se retrouvent avec des enquêtes moléculaires exhaustives, des dépenses d'argent inutiles, alors que l'étiologie est très simplement médicamenteuse. Et donc, il faut vraiment que la démarche devant une hypereosinophilie soit rigoureuse, même si on est tous intéressés par les maladies rares et qu'on aimerait tous faire un diagnostic de SH1 lymphoïde ou de leucémie, FIP1, PGFRA. Numériquement, statistiquement, la cause la plus fréquente d'une hypereosinophilie en France au XXIe siècle, elle est d'origine médicamenteuse, et ça n'est qu'après avoir exclu une origine médicamenteuse, parasitaire, tumorale, qu'on va faire une enquête de SHE, et pas l'inverse. Une dernière question très spécialisée, y a-t-il des critères, des guidelines pour arrêter l'imatinib chez les patients traités par ce médicament? Pour l'instant, il n'y a que des séries rétrospectives qui laissent penser, un peu comme dans la LMC, qu'environ 30% des patients ayant obtenu une rémission moléculaire et hématologique sous imatinib pourraient rester en rémission moléculaire à distance de l'arrêt de l'imatinib, être, entre guillemets, peut-être guéris. 30%, à peu près les chiffres de la LMC. Merci beaucoup Jean-Emmanuel. Et donc nous allons passer au troisième volet de ce webcast, qui est une situation volontiers anxiogène, surtout pour les pédiatres, à savoir les neutropénies. Et c'est le docteur Jean Donadieu qui travaille à l'hôpital Trousseau et qui là aussi se passionne pour la disparition des neutrophiles depuis très longtemps, qui va nous faire cette présentation. Jean, c'est à vous.
La première chose pour clarifier quand même l'approche, c'est de partir de définitions simples et universelles. On parle de neutropénie s'il y a une baisse des neutrophiles circulants en dessous d'un seuil de 1500 neutrophiles par millimètre cube. On considère que cette neutropénie est chronique si elle est observée sur une période de 3 mois. Donc à plusieurs reprises sur une période de 3 mois, au moins 3 prises de sang. Elle est profonde si elle est inférieure à 500. Et elle est sévère si elle a des conséquences cliniques en termes d'infection. Les neutropénies, ce sont une famille de maladies ou de situations. Il y a de très nombreuses situations où il y a une neutropénie, et dans les plus communes, et que tout hémato pédiatre, et même tout interne, et même tout étudiant en médecine qui va préparer l'internat, va rencontrer, c'est la neutropénie post-chimiothérapie. C'est la plus connue, et c'est à travers ce prisme que la plupart des médecins voient les neutropénies. Mais il y a d'autres formes de neutropénie qui sont les neutropénies post-virales, post-infectieuses au sens large, comme la brucellose ou des choses comme ça. Il y a aussi des personnes qui vivent avec des chiffres de neutrophiles qui sont constamment plus bas que chez tout le monde, en quelque sorte, et qui ne sont jamais malades. Et puis, à contrario, on a un tout petit groupe de patients qui vivent avec une neutropénie entre guillemets maladie, ou qui est chronique et qui est responsable de symptômes. C'est ce dernier groupe qui va faire l'objet du centre de référence, mais toutes les autres causes aussi nous intéressent. Quand on pense aux neutropénies chroniques qui sont des neutropénies maladies, on a schématiquement 2 grandes formes. Une forme acquise, qui est soit du tout petit, alors on parle de neutropénie auto-immune du nourrisson, ou des formes de l'adulte, et on parle de neutropénie idiopathique de l'adulte. À côté de ça, il y a des formes génétiques, constitutionnelles, qui en règle commencent très tôt dans la vie, mais des fois qui peuvent être diagnostiquées plus tard. Et à ce jour, il y a 28 gènes connus, 28 maladies connues, et probablement il y a d'autres entités qui vont être décrites. En termes d'épidémiologie, et c'est là où on mesure la difficulté pour le diagnostic, c'est que si on prend dans une population française, et il y a des grandes études qui ont montré ça, si on fait une prise de sang à une population donnée, on a à peu près 1,5% de la population qui est concernée par une neutropénie. En France, ça représenterait 1 million de personnes. La majorité de ces personnes ne sont pas malades de cette neutropénie. Si on regarde les neutropénies chroniques ou sévères, on a, à contrario, 60 000 personnes à peu près qui sont concernées par des neutropénies post-chimiothérapie et à peu près 1000 personnes concernées par des neutropénies congénitales, 1000 personnes par des neutropénies idiopathiques. Donc on voit bien, on part de 1 million de personnes, et en fait, finalement, en termes de maladies qui vont nous intéresser ici, il y en a 2000. Et donc la démarche diagnostique, elle est clairement très importante pour cerner le problème. Deuxième point, apprécier la gravité. Et là, pour apprécier la gravité, clairement, il n'y a que 2 éléments qui comptent, c'est la clinique, l'examen clinique du patient, et la lecture de l'ensemble de l'hémogramme. En urgence, au téléphone, en consultation, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Et ça, on n'a pas besoin en particulier de myélogramme, de bilan immunologique. Simplement, on doit dépasser un peu le dogme qu'on a. Alors, c'est à l'école des sorciers d'Harry Potter qu'on apprend ça, mais à l'école aussi de médecine. Le dogme que tout étudiant en médecine apprend, c'est que la neutropénie expose à un risque accru d'infection bactérienne et mycotique. Ce dogme, il est valable pratiquement que dans les neutropénies post-chimiothérapie. Dans les neutropénies autres, ça ne marche pas comme ça. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas une corrélation directe entre le nombre de neutrophiles et le nombre d'infections. La deuxième chose, c'est que l'atteinte stomatologique et dentaire est à la fois typique et critique pour ces patients. En termes d'incidence des infections graves, on peut considérer que l'incidence est basse, voire nulle par rapport à des neutropénies post-chimiothérapie. Et en termes de germes impliqués dans la susceptibilité aux infections, on peut aussi considérer qu'il n'y a pratiquement jamais d'infection fongique. Il existe des infections. Et alors, les infections chez les neutropénies chroniques, ça peut être dramatique, mais elles sont relativement rares. Je donne quelques images d'une patiente qui avait une neutropénie congénitale. Cette patiente a J1, vous voyez, ça commence la photo à J2. Donc on n'a pas la photo à J1, mais à J1, elle a commencé par une piqûre de moustique. Et le deuxième jour, elle a un placard rouge douloureux inflammatoire avec une nécrose au centre qui, fort heureusement, parce qu'on a accès à des antibiotiques, on a accès à du G-CSF, a été capable de guérir rapidement. Mais ce type de situation flambe en quelque sorte chez ces patients neutropéniques.
Donc la neutropénie peut être associée à des infections, mais c'est relativement rare. Ce qui est beaucoup plus fréquent chez les patients neutropéniques, c'est les atteintes de la sphère bucco-dentaire, avec des photos que vous voyez sur l'écran. En haut à gauche, c'est une photo d'un aphte. L'aphte, c'est très banal, mais chez les neutropéniques, ils sont de grande taille, ils sont très douloureux, ils entraînent une difficulté à l'alimentation. Ça peut être des aftes sur la langue. Alors, on considère qu'en quelque sorte, l'aphte, c'est le furoncle de la langue. C'est pas très beau de dire les choses comme ça, mais c'est très imagé. En dessous, vous voyez des images de parodontopathie, de gingivopathie chez ces patients neutropéniques, avec un retentissement sur l'inflammation et sur l'hypertrophie des gencives, et aussi sur les dents. Donc voilà, si vous retenez quelque chose de cette présentation, retenez qu'il y a rarement des infections, et que ces infections sont relativement simples à diagnostiquer, elles sont évidentes à l'examen clinique. Encore faut-il regarder la bouche et bien interroger ces patients. Troisième point, faire un diagnostic. Mis bout à bout, les causes de neutropénie couvrent tout un chapitre de la médecine et on pourrait dire qu'il y a presque 300 situations différentes. Bien entendu, quand vous êtes dans un bureau de consultation et que vous devez faire un diagnostic, vous devez quand même partir d'un interrogatoire, d'une observation pour avancer et pas commencer par exemple par la génétique. Clairement, on commence par étudier les circonstances du diagnostic. Est-ce que cette neutropénie a été découverte lors d'un bilan systématique, un bilan avant une prise de pilule ou toute autre circonstance? L'origine géographique est importante, car on sait que chez les personnes d'origine africaine, la prévalence de la neutropénie dite ethnique est énorme. Elle est de l'ordre de 7 à 8% des patients d'origine africaine. Les autres points importants sont bien sûr la présence d'infections, bucco-dentaires ou infections graves. Les comorbidités ont une grande importance. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte, pour des enfants qui ont une neutropénie, l'état neurologique ou tout autre problème de santé associé, la consanguinité, et puis les anomalies sanguines mineures qui sont la baisse des plaquettes, l'anémie. Les autres circonstances ou les autres éléments de l'évaluation initiale, comme la profondeur de la neutropénie, n'ont pas énormément d'impact sur la démarche diagnostique. Et l'âge également, pour d'autres raisons, n'a pas un grand impact. Maintenant, quelques dossiers très typiques. Nathan, 2 ans et demi, les parents sont des parents expérimentés. C'est le 3e enfant d'une fratrie de 4. Mais simplement, ils sont bousculés par une fièvre qui est présente depuis 4 jours ou 3 jours, avec une fièvre à 39 en plateau, et ils finissent par aller aux urgences. On fait un hémogramme, on trouve 300 neutrophiles. 300 neutrophiles, 42 fièvres, l'enfant est hospitalisé. Il a une antibiothérapie par voie veineuse, et le lendemain de l'hospitalisation, la fièvre disparaît. Alors on se dit c'est peut-être les antibiotiques, mais apparaît une éruption qui est typique d'une maladie qu'on appelle l'exanthème subit du nourrisson, et qui va être confirmée par une sérologie HHV6, herpès virus de type 6. La neutropénie va se corriger. Donc c'est un exemple très typique de situation avec une neutropénie profonde, une fièvre, et une neutropénie liée à une infection virale transitoire, sans conséquence sur l'état de santé de l'enfant. Autre situation, Paul, 15 ans, c'est un footballeur. Il a un trauma crânien lors d'un match de foot, il a une perte de connaissance, il va être surveillé en milieu hospitalier au lit-porte. On lui fait un hémogramme, globules rouges, plaquettes, tout ça c'est normal. Les globules blancs, l'urgentiste est quand même bousculé par 800 neutrophiles, et il va demander un avis hématologique. Ce patient est vu 1 mois après le passage aux urgences. On note bien sûr qu'il est d'origine guinéenne, donc il est à peau noire. Il a un examen clinique strictement normal. Et dans ses antécédents, on a 2 hémogrammes à l'âge de 6 ans et 9 ans qui montraient une neutropénie. On confirme une neutropénie le jour de la consultation et on pose le diagnostic de neutropénie éthique. 3e situation, Enzo. Premier enfant de ce couple, sans antécédents particuliers, né à terme, 3,4 kg à la naissance. Il présente à J3 de vie une omphalite, donc une infection sévère du cordon ombilical, et le germe identifié est un pseudomonas. L'hémogramme qui est fait le temps de le faire montre une neutropénie profonde à 200. On commence bien sûr une prise en charge avec une antibiothérapie de type hématologique. Ça sera de la tazocilline et de la micacine, du GCSF, et on va secondairement faire un myélogramme et une étude génétique qui va montrer que cet enfant a une neutropénie ELAN.
Donc voilà, 3 circonstances un peu différentes. Alors maintenant, on peut aborder des règles sur la prise en charge de ces patients en distinguant trois éléments importants. La première question, c'est les épisodes aigus que présentent ces patients, que ce soit des adultes ou des enfants, mais les enfants présentent beaucoup plus fréquemment des épisodes infectieux. La règle est que pour la prise en charge de ces épisodes aigus, on doit partir de l'état clinique des patients, de la recherche de signes de mauvaise tolérance de la fièvre, avant de faire des examens tout azimut ou avant d'hospitaliser ces enfants. Deuxième élément, et là on se place dans une neutropénie chronique, c'est qu'il faut aussi prendre en charge les comorbidités existantes si vous les observez. Et le troisième élément de la prise en charge, c'est la prophylaxie des infections, qui commence par une antibiothérapie, toujours, éventuellement du GCSF, donc un facteur de croissance hématopoïétique, et dans des cas exceptionnels et qui doivent être discutés en équipe, une transplantation médulaire. On aborde maintenant, en fait, la fin de ma présentation. On est aidé pour la prise en charge de ces patients par un registre de patients. Registre de patients, ça suppose qu'on soit capable de rechercher tous les patients français qui ont ce problème de santé. On a limité le registre de patients aux formes sévères de neutropénie, aux formes génétiques et aux formes idiopathiques, car c'est celles qui nous posent problème aujourd'hui. Bien sûr, on est très heureux d'être dans la filière Marie, mais ce qui est absolument aussi important, c'est que c'est un réseau vivant qui est animé à travers des consultations, qui est animé aussi par des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont mensuelles. Et le contact se fait aujourd'hui par un site internet dont je vous laisse l'adresse. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean. On peut dire aussi qu'il y a une association très active autour de ces pathologies. Alors, quelques questions. Et la première question concerne les monocytes. Est-ce que les monocytes aident à protéger certains enfants ou patients en tout cas vis-à-vis des infections? Est-ce que c'est un facteur intéressant, un facteur pronostic? Pouvez-vous nous dire un peu ce qu'il en est sur l'intérêt d'une monocytose, peut-être aussi sur un plan diagnostique? Alors, ce n'est pas une question très simple. Parce que non, mais c'est une question. Alors, il y a aussi, je pense, un dogme, ou en tout cas une connaissance dans le domaine des neutropénies post-chimio, c'est qu'on compte les globules blancs, neutrophiles et monocytes ensemble pour estimer un peu le risque infectieux. Et qu'on a le sentiment que quand les monocytes montent, même si les neutrophiles sont bas, le patient est quand même protégé. Alors ça, c'est à peu près vérifié dans le domaine des neutropénies post-chimiothérapie. Dans le domaine des neutropénies congénitales, c'est pas aussi simple que ça. On a l'impression qu'un certain nombre de patients ont des monocytoses très élevées, qui peuvent faire discuter des tableaux qu'on appelle des leucémies myélomonocytaires, chroniques, juvéniles, et qui pour autant ont une susceptibilité marquée aux infections. Mais probablement, là, de toute façon, on a une situation où devant nous, on a une monocytose. On ne sait pas ce qui se passerait si les patients n'étaient même pas capables de faire des monocytes. Probablement, ça serait pire. Mais en tout cas, on n'a pas l'impression que ça protège de façon, en tout cas, étanche le risque infectieux. Alors, à propos du risque infectieux ou de la prise en charge des infections, y a-t-il un intérêt à substituer ces patients ou certains de ces patients par des immunoglobulines intraveineuses? Alors, on a dans le passé indiqué les immunoglobulines dans des neutropénies auto-immunes, comme un peu dans le principe des purpura thrombopéniques idiopathiques. On sait que ça ne marche pas sur le nombre de neutrophiles, mais ça pallie une carence, en tout cas chez les tout petits, qui sont l'hypogamma physiologique du nourrisson et qui est physiologique. C'est-à-dire qu'entre l'âge de 3 mois et l'âge de 1 an, les nourrissons ont une hypogammaglobulinémie. Et c'est l'âge de la vie où on a le plus de susceptibilité aux infections rhinopharyngées communes. Et le fait est que de donner à cet âge de la vie des immunoglobulines permet de limiter ce risque infectieux banal et de limiter les interférences infectieuses, disons, virales chez ces patients neutropéniques. Mais au demeurant,
La pratique de donner des immunoglobulines n'est pas recommandée dans ces situations parce que on n'est pas du tout sûr que ça marche de façon effective. Il n'y a jamais eu d'essai contrôlé. Et donc, on en reste à des indications au cas par cas selon des situations personnelles ou de patients. À l'inverse, on peut conseiller chez des enfants petits qui présentent une infection sévère et une neutropénie de doser les immunoglobulines pour voir s'il n'y a pas une autre anomalie associée. Ça, c'est clair. Alors, je n'ai pas tout développé, mais non, mais j'en profite. Tout le temps. Mais dans la démarche diagnostique du bilan d'une neutropénie, on doit exclure un déficit immunitaire qui concerne les lymphocytes et en particulier les baisses des immunoglobulines, les baisses des lymphocytes B doivent être exclues dans la démarche diagnostique. Mais ça, c'est une démarche du tout petit, concernant le tout petit nourrisson. Ça concerne aussi les adultes, parce qu'en fait, les DICV sont associés relativement fréquemment, donc les déficits immunitaires communs variables, à une neutropénie. Et quand on découvre une neutropénie chez un adulte, il est de bonne médecine d'exclure un déficit immunitaire commun variable. Il y a des questions sur le GCSF, en particulier dans les neutropénies congénitales. Y a-t-il des indicateurs pour débuter un traitement par GCSF, des indicateurs cliniques ou hématologiques? Quelle est la proposition qui est faite pour l'utilisation du GCSF? Je dirais qu'en urgence, dans une situation d'infection sévère, telle que j'ai pu le montrer comme une cellulite ou une infection profonde, débuter le GCSF me semble une règle dans un patient neutropénique. Débuter le GCSF, c'est partir sur une cure qui va durer une dizaine de jours. La question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'on doit prolonger ce traitement au-delà de 2 semaines après une fois qu'on a contrôlé l'infection initiale. Je pense que là, il y a des recommandations qui sont en partie publiées, mais c'est une indication qui tient compte qui doit être faite au cas par cas, et je dirais qu'elle doit être maintenant, en 2019, passer par une RCP pour être validée. Merci beaucoup Jean. Eh bien, on arrive à la fin de ce webcast. Merci à nos orateurs, merci aux auditeurs, et d'ailleurs vos commentaires sont les bienvenus sur le site. Quelques petits mots de conclusion. Tout d'abord pour dire qu'il y a depuis peu de temps des MOOC qui sont en ligne sur le site de la filière, mais déjà plus de 200 ou 250 inscrits. L'inscription est gratuite pour tous, avec cependant une lettre de motivation, et vous découvrirez dans ces cours des choses tout à fait passionnantes, et on ne peut que vous encourager, les plus jeunes et les moins jeunes, à aller voir ces MOOC. Deuxième information, la filière Marie organise une journée nationale annuelle, et la prochaine journée qui a lieu au mois de juin, à Paris, à la Maison de l'Amérique latine, le sujet concerne les apports et les limites de la génétique. Vous savez que, effectivement, tous ces progrès sont absolument passionnants, mais nous posent aussi quelques problèmes d'ordre éthique que nous aurons à travailler dans les années qui viennent. Et puis, enfin, pour voyager, il y a également des journées régionales de la filière Marie, et la prochaine journée régionale concerne l'océan Indien. Elle aura lieu à La Réunion le 4 octobre 2019, et collègues de l'océan Indien, vous êtes le bienvenu et vous êtes invités à participer à cette réunion. Merci à la filière Marie, merci à son animateur responsable, le professeur Régis Péfaux de la Tour, et l'équipe qui l'entoure. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain webcast. Merci à vous.